votre couple. De la même manière, vous parlez avec beaucoup de franchise et de manière assez intime de votre judéité, dans un chapitre qui débute par cette citation d'Hannah Arendt. Pendant de nombreuses années, j'ai considéré que la réponse à la question « Qui êtes-vous » était une juive. Seule cette réponse tenait compte de la réalité de la persécution. Évidemment, la persécution telle que l'a connue Hannah Arendt n'existe plus aujourd'hui. Vous-même, que répondriez-vous à cette question? Non, d'ailleurs, les Juifs ne se heurtent plus aujourd'hui à la persécution. Il peut y avoir quand même des insultes, des agressions. Tout ça a explosé d'ailleurs depuis le 7 octobre. Mais ce qui est le plus frappant, ce n'est pas la persécution, c'est la haine vertueuse. Mais on a pensé qu'on pouvait combattre l'antisémitisme. On est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec deux idées: combattre l'oubli, combattre le racisme, affirmer l'égale dignité des personnes. Puisque la volonté des nazis, c'était d'en finir avec l'idée d'humanité universelle. C'était une volonté planétaire. Créer une autre humanité, fondée sur la hiérarchie des races, et une humanité dans laquelle les Juifs, qui étaient une anti-race, n'auraient plus leur place, auraient disparu. Il fallait s'en souvenir, et de ce qu'ont fait les nazis, et il fallait affirmer l'antiracisme comme valeur fondamentale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous vivons sous le joug d'une mémoire fallacieuse. C'est-à-dire, c'est adossé au plus jamais ça que les Juifs, les Israéliens, les sionistes, les Juifs sont invectivés, coués au pilori. Plus jamais ça, mais ça recommence. Et ça recommence du fait d'Israël. C'est-à-dire, le nazisme avait disparu, il renaît avec le sionisme. Et il renaît notamment avec la guerre de Gaza. Il y a de multiples manières de critiquer cette guerre, mais parler de génocide est grotesque et infâme. C'est tout à fait autre chose. Pour vous décrire, vous avez les lignes suivantes. J'ai longtemps arboré imaginairement l'étoile jaune, je ne le fais plus, je suis devenu sobre, je m'habille sans ostentation, je ne porte aucune médaille, et voici qu'on m'enrôle dans l'armée des camelots du roi et qu'on épingle sur ma poitrine l'étoile de David. David, c'est-à-dire en l'occurrence Goliath, la suprématie militaire, la volonté de conquête, l'arrogance de la force. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Ça a commencé en 67. Jusqu'en 67, Israël apparaissait à la conscience occidentale comme la terre d'asile des survivants. Des survivants de l'extermination. En 67, Israël gagne cette guerre qui avait été programmée pour que ce pays disparaisse. Et donc, Israël conquiert la Cisjordanie. Jusqu'au dernier moment, les Israéliens ont supplié Hussein de ne pas intervenir dans cette guerre qu'avait voulu Nasser pour l'Égypte. Ils sont intervenus. Les Israéliens se retrouvent avec la Cisjordanie. Ils se retrouvent avec le Sinaï. Et plus tard, même, ils conquièrent une partie, le sud du Liban. Et il y a Gaza aussi. En 1967, à Khartoum, les États arabes disent non à la paix, non à la reconnaissance, non à la négociation. Les trois noms de Khartoum. En tout cas, Israël change de statut pour une grande partie de la conscience occidentale. L'opprimé devient oppresseur, le dominé dominant. Tout d'un coup, Israël apparaît de plus en plus comme une entreprise coloniale, et exclusivement coloniale, et on dira bientôt un état d'apartheid. Il y a à Haïfa, dans l'université
je crois, des étudiants sont arabes. C'est ce qu'on appelle l'apartheid. Donc, Israël change de statut, les choses s'aggravent de plus en plus, et maintenant, l'étoile de David se confond avec la croix gammée. Le souvenir, la mémoire de la Shoah se retourne contre Israël, donc mémoire fallacieuse et aussi antiracisme dévoyé. On disait à bas le racisme, à bas l'oubli, et on a affaire à une mémoire fallacieuse et à un antiracisme dévoyé. Voilà pourquoi, à la question « Qui êtes-vous ?», je ne réponds pas un juif, parce que, jusqu'à présent informé, c'est pas ce qu'on me reproche, on verra la suite, mais je réponds un sioniste, alors même que la France est ma patrie. Je n'ai jamais voulu d'autre. J'aime ce pays, en tout cas j'aime cette langue, j'aime sa littérature, je n'aime pas énormément ce qu'il devient, mais j'ai cette tristesse en commun avec beaucoup d'autres Français. Je n'ai jamais eu l'intention de m'établir en Israël. Donc à proprement parler, je ne suis pas sioniste. Mais devant cette diabolisation, cette criminalisation, je ne peux pas dire autre chose. Et encore une fois, ça ne me conduit pas à soutenir aveuglément toute politique israélienne, d'autant plus que, si vous voulez, être juif, c'est se sentir concerné, impliqué, compromis par ce que font d'autres juifs. Et donc, quand je vois Bezalel Smotrich, ou Belazel, je ne sais pas, Itamar Ben-Gvir préconiser un nettoyage ethnique de Gaza, voire de Cisjordanie, après le 7 octobre, quand je vois, sous l'autorité d'Itamar Ben-Gvir, que les prisonniers palestiniens subissent aujourd'hui des traitements humiliants, je ne suis pas simplement en colère, j'ai honte, j'ai honte. C'est une part de moi, d'une certaine manière. Je ne peux pas me payer le luxe de l'extériorité. Donc quand je dis un sioniste, ce n'est pas pour me ranger, si vous voulez, derrière toute politique israélienne, loin de là, loin de là. J'ai une toute dernière question et je vous propose d'y répondre brièvement. Vous faites remarquer dans votre ouvrage que Roland Barthes rêvait d'un biographe amical et désinvolte qui, je le cite, réduirait sa vie à quelques détails, à quelques goûts, à quelques réflexions et permettrait par là qu'elle touchât celle des lecteurs. Dans l'hypothèse où un tel biographe devrait s'intéresser à Alain Finkielkraut, quel serait le détail que vous aimeriez qu'il retienne? L'amour des vaches? La détestation du téléphone? Les vaches, vous avez raison. C'est un peu abstrait, je dois dire, parce que je n'ai jamais vécu à la campagne. J'ai appris que Nietzsche, à chaque fois qu'il passait devant une vache, il s'inclinait et il lui disait « Bonjour, mademoiselle ». Et c'est justement Nietzsche, on a cette idée présente, un côté, comment dire, apologie de la force, terrifiante, mais les vaches sont au cœur du bestiaire nietzschéen et il compare à plusieurs reprises la lecture, la culture à la rumination. Le problème de l'homme moderne, dit-il, c'est qu'il est incapable de ruminer. Donc voilà, je tire la leçon de Nietzsche, j'aime les vaches, c'est un peu insignifiant comme détail. Bon alors à défaut d'une biographie, ce sera une notice. Merci d'avoir répondu.